J'avais envie de, à mon échelle, avoir un impact sur les femmes, d'aider les femmes. J'avais envie de pouvoir faire avancer les choses. Moi, là-bas, je suis une personne créative. Je me suis jamais dit, initialement, voilà, je vais faire une marque éco-responsable, et ça a coulé de source. Ça donne un sens incroyable à ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des matières, et c'est un enjeu fondamental. Il faut recycler, bien évidemment, pour lutter contre ce gaspillage industriel textile. Mais on parle un peu moins des hommes, je trouve. Et nous, c'est vraiment cette balance sur ces deux sujets-là qui sont tout autant fondamentaux l'un que l'autre. C'est con, on parle de vêtements. Donc si t'as envie d'une robe rouge, je sais pas, avec des volants drapés, etc., tu peux la chercher pendant 15 jours, le temps de la trouver. T'as pas besoin d'en acheter une que tu trouves directement, qui est neuve. Aujourd'hui, je pense que toutes les marques qui vont se créer ont un devoir moral de faire de leur mieux, ou en tout cas avec un engagement. La clé essentielle du féminisme, je pense, c'est la notion de sororité. Et ça, je l'ai beaucoup développé dans mon travail, avec les femmes avec lesquelles je travaille, mes clientes essentiellement. Et en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans ce métier. Quand j'ai eu des bébés, je me disais, mais c'est quand même dingue, on leur met du benzène sur la peau, quoi. Et donc, je me suis dit, tiens, si un jour je devais faire quelque chose, je ferais des vêtements où il n'y a pas de produits, dans lesquels il n'y a pas de produits chimiques pour les bébés. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Bienvenue dans Nouveau Modèle. Je suis Chloé Cohen et dans ce podcast, je donne la parole à des femmes engagées. Elles racontent ici leurs histoires, leurs parcours. Elles partagent leurs convictions et leurs combats écologiques féministes pour un monde plus juste, plus responsable et plus durable. Cette semaine, je reçois Mélodie Thomas, journaliste mode pour Marie-Claire. C'est la première fois que je donne la parole à une journaliste dans ce podcast et je suis très heureuse d'avoir pu échanger avec Mélodie. La mode est un sujet passionnant. Parler de mode, ce n'est pas seulement décrypter les dernières tendances, c'est aussi et surtout parler de notre société, de ses enjeux éthiques, environnementaux. C'est parler de racisme ou encore de diversité. Mélodie s'intéresse de près aux questions d'écologie, de genre et d'inclusivité dans l'industrie textile. Elle écrit d'ailleurs des enquêtes passionnantes sur ces sujets. Dans cet épisode, Mélodie nous partage sans filtre sa vision de la mode responsable. Elle nous parle du manque de diversité et du racisme systémique dans cette industrie. Et elle nous explique comment elle enquête pour détecter le greenwashing. Avec Mélodie, on a parlé du Ghana, de Black Lives Matter et du prix Pulitzer. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Mélodie, merci infiniment de prendre le temps de répondre à mes questions et de venir témoigner sur le podcast. Alors d'abord, j'aimerais bien qu'on remonte un petit peu en arrière pour comprendre la personne que tu es devenue. J'aime bien creuser sur le passé de mes invités. Que peux-tu nous dire de ton enfance, de ton éducation ? Je ne sais pas où tu as grandi, comment ? Alors, bonjour aussi et merci de faire appel à moi pour ce podcast, je suis très contente. Donc moi c'est assez drôle, je pense. Aujourd'hui je suis journaliste mode, mais à la base je viens d'une petite commune française qui s'appelle la Marne, qui est située en Loire-Atlantique et qui compte moins de 1000 habitants. Et donc moi j'ai une maman qui est maternelle et qui est une excellente couturière, et j'ai un papa qui est ouvrier. Enfin, en tout cas qui l'était, qui est aujourd'hui retraité. Et je saurais pas expliquer en fait. Si je saurais expliquer quelque part mon attrait pour le vêtement, tout simplement parce que ma mère a un attrait pour le vêtement, qu'elle a toujours fait très attention à la manière dont mes frères et sœurs et moi étions habillés, particulièrement le dimanche, parce qu'on est en France et que les habits du dimanche ne sont pas quelque chose avec lesquels les mamans rigolent. Et donc, je pense que ça a été un jour assez important pour moi, dans le sens où pas simplement parce que tu vas à l'église, mais vraiment dans l'idée de aujourd'hui on met des vêtements dans lesquels on se sent vraiment beau. Et au début c'est donc ta mère qui t'habille, etc. Mais rapidement j'ai commencé à faire mes propres choix, et très rapidement mes vêtements du dimanche sont devenus mes vêtements de la semaine. J'ai commencé à trahir un peu les traditions françaises à ce niveau-là. Parce que quand c'est tes vêtements préférés, t'as envie de les porter tout le temps. Donc tu commences à les porter à l'école et tu détruis totalement cette idée qu'il y a un jour où faut être bien habillé et les autres jours de la semaine où t'es bien habillé, mais moins. Je voulais être bien habillée tous les jours.
Ok. Bah non, mais c'est chouette. D'accord. Donc on comprend d'où vient un petit peu cet attrait pour le vêtement. Et c'est vrai que je suis allée un peu fouiller sur LinkedIn parce que j'aime bien voir un peu ce que tu as fait avant. J'ai remarqué qu'après tes études, tu avais très vite travaillé en tant que journaliste, notamment mode pour différentes publications. Et pourquoi tu t'es dirigée du coup dans le journalisme? Bon, la mode, on comprend que tu avais un attrait pour le vêtement, mais pourquoi ce choix? Alors même la mode, pour être honnête, à la base, je voulais pas du tout être journaliste de mode, je voulais être journaliste musique. Okay. Et il se trouve que le journalisme, en fait, c'était tout simplement parce que je suis quelqu'un qui se définit comme étant très curieuse et que j'aime bien écrire. Et que par conséquent, avec le journalisme, je me retrouvais un peu comme Anna Montana, The Best of Both Worlds. Je pouvais exprimer ma curiosité et tout en écrivant et en pouvant transmettre aux gens ce que j'avais fini par dénicher. Et en fait, quand j'étais à Bordeaux, j'ai fait une partie de mes études là-bas. Avec une amie, on a monté un web magazine qui s'appelle Le Type, qui existe encore aujourd'hui, mais qui a été repris par d'autres personnes, qui était un web magazine culturel pour lequel j'écrivais énormément sur la musique. Et donc, à l'époque, la mode, c'était plus un passe-temps. C'est-à-dire que oui, j'aimais bien m'habiller, oui, j'aimais bien acheter des vêtements, j'aimais bien lire des magazines de mode, etc. Mais je me suis jamais dit, je veux devenir journaliste mode. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'occasion de faire un stage. Je voulais être journaliste musique, je voulais être stagiaire au sein d'un média qui traitait la mode et la musique. Et en fait, en musique, c'était déjà pris. Et on m'a proposé le taf, le job, mais pour être stagiaire journaliste mode. Alors sur le coup, j'étais un peu paniquée parce que je me suis dit bon, je m'y connais en mode, mais alors j'étais pas du tout le genre de fille qui suit les défilés hyper près. J'allais acheter peut-être le Vogue Collection de temps en temps, mais déjà il avait un certain coût. Et puis en plus de ça, pour moi, le rapport aux vêtements, c'était pas forcément un rapport élitiste aux grandes marques. J'ai jamais rêvé, par exemple, quand j'avais 15 ans, je rêvais absolument pas d'avoir un sac Chanel. Enfin, c'était pas du tout, ça faisait pas du tout partie des idées que je pouvais avoir ou des envies que je pouvais avoir non plus. Okay. La mode, pour moi, ça a toujours été un rapport très intime. Un rapport identitaire en fait. Et en fait j'ai fait ce stage et j'ai compris très vite que j'allais me plaire dans la mode parce que à travers le vêtement on peut parler de tellement de choses que je savais que c'était une source de sujets inépuisables. On peut parler de mode et d'histoire, on peut parler de mode et de cinéma, on peut parler de mode et de musique, on peut parler de mode et de géographie, on peut parler de mode et de tous les sujets de société qui font l'actualité aujourd'hui et qui font l'actualité demain et qui ont fait l'actualité hier. Ça sera jamais... la mode est un sujet pour moi qui est inépuisable, un sujet à partir duquel on peut aborder 1 million de choses. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, aujourd'hui, donc, tu travailles pour Marie-Claire et sur le site de Marie-Claire, on peut lire que tu décryptes la mode d'un point de vue sociétal comme son rapport aux questions de genre, d'inclusivité, d'environnement. Du coup, j'aimerais bien qu'on commence par l'environnement et la mode écologique d'abord. À quel moment, toi, tu as pris conscience des dérives de l'industrie textile ? Je sais pas si je saurais pointer du doigt un moment crucial. Je dirais, j'arriverais pas à le dater. Ouais. Mais je pense que en étant intéressée par l'actualité et en étant intéressée par ce qui fait l'actualité dans la mode, la question de l'environnement m'est apparue comme un des grands enjeux de la mode actuelle. J'ai d'ailleurs fait mon mémoire sur la mode éco-responsable et ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle signifiait au sein de l'industrie en termes de grands changements. Et ce qui est aussi intéressant quand on parle de mode et environnement, c'est que c'est aussi un sujet à partir duquel on peut élaborer 1 million de conversations. Quand on parle de mode et d'environnement, on peut en tout cas parler des questions raciales. On peut parler des questions de classe sociale. On peut parler de toutes sortes en fait de sujets quand on aborde de la mode et l'environnement. Ouais, c'est vrai, c'est assez large comme sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui se disent éthiques, responsables, et puis c'est de plus en plus sur le devant de la scène, on le voit. Toi, comment tu te renseignes sur une marque en tant que journaliste avant d'en parler comme étant éco-responsable, éthique ? Est-ce que tu fais des recherches ? Quelles questions tu poses pour qu'on comprenne un peu quel travail tu fournis en amont avant d'en parler comme étant éco-responsable pour une marque ? Alors moi, c'est vrai que d'un point de vue en tout cas à l'écrit, j'ai beaucoup de mal à utiliser,
Le terme de mode éco-responsable, je vais l'utiliser quand déjà la marque... Généralement, en fait, je crois que je l'utilise quand il s'agit de marques nouvelles qui, dès le départ, ont dans leur ADN cette réflexion sur l'éco-responsabilité. J'ai beaucoup de mal à parler d'une marque éco-responsable en soi, parce que pour l'instant, il n'y a pas de recette miracle sur ces questions-là. Sur la question de mode durable, sur la question des supply chains. Pour moi, en plus, on ne peut pas décorréler... il ne s'agit pas juste de faire des t-shirts bio, on ne peut pas décorréler la mode éco-responsable d'une mode véritablement éthique. Donc qui s'inquiéterait aussi de savoir, en dehors de l'aspect de est-ce que mes vêtements sont produits dans une matière naturelle, mais ou avec quel type de produits est-ce qu'ils sont utilisés, comment est-ce que l'entreprise traite, je sais pas moi, ses eaux usées, comment elle traite, si elle utilise des produits chimiques, quel type de produits chimiques, comment est-ce qu'elle finit par faire en sorte qu'elle ne laisse pas un impact sur la planète. Bon, pour l'instant, ça n'existe pas. Comment est-ce qu'elle traite l'humain et comment est-ce qu'elle traite l'environnement dans lequel l'humain auquel elles font appel pour créer leurs pièces. On a vu, aujourd'hui, quand on lit des articles, quand on lit des livres, je pense qu'on a tous en tête d'horribles histoires de femmes au Bangladesh qui sont obligées de dormir sur des chutes de tissus, d'horribles histoires de certaines rivières en Chine qui ont changé de couleur parce que on y déverse des produits chimiques et donc en fait on déclenche des cancers, on déclenche des maladies, etc. Donc dire aujourd'hui d'une marque qu'elle est 100% éco-responsable, je pense qu'il y a très peu de marques qui se permettraient de le faire, même des marques qui aujourd'hui ont à cœur de vraiment développer ces questions-là, ont du mal à dire nous sommes 100% éco-responsables. C'est toujours quelque chose vers lequel tendre et jamais une situation réelle dans laquelle se trouve la marque. Après, je veux aussi dire qu'éco-responsable, c'est malheureusement devenu un mot valise. Et donc voilà, je pense que aujourd'hui, en tant que consommateur, faut qu'on garde en tête qu'aucune marque n'est à 100% éco-responsable à l'heure d'aujourd'hui. Moi, je connais pas une seule marque qui, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire du prototype jusqu'à la mise en vente finale, est irréprochable sur les questions d'éco-responsabilité. Donc même quand quelqu'un va vous faire des listes de marques éco-responsables, même quand quelqu'un va vous dire c'est une marque éco-responsable, etc. Moi j'ai eu le cas par exemple avec une amie qui me dit ah là là j'ai acheté des vêtements de sport éco-responsables auprès d'une marque, etc. Donc je lui dis ah bon, ça m'intéresse parce que je suis toujours curieuse de découvrir de nouvelles marques. Donc je lui dis montre-moi le compte Instagram. Déjà je tombe sur le compte Instagram et je suis un peu gênée parce que l'esthétique me dit que ça sent quand même un peu le bullshit derrière. Mais bon, je passe ma première approche. Et moi un truc que j'adore faire, c'est une fois que je découvre une marque, d'autant plus sur Instagram, le premier truc que je fais c'est aller sur le site internet et je veux lire le à propos. Je veux lire ce que la marque a à dire d'elle-même et les marques qui sont, enfin en tout cas les marques qui tendent à améliorer leur impact sur l'environnement ou en tout cas à l'amoindrir sont très très claires. Elles vont être très transparentes sur les endroits où elles font fabriquer. Elles vont être très transparentes sur le type de matière qu'elles utilisent. Elles vont être très transparentes sur tout un tas de choses. On arrive sur le site internet, je regarde le à propos et le à propos c'est un peu ah là là c'est quand même hyper important l'environnement. Ça a pas trop de fond. Je me dis bon, ça m'a l'air quand même d'être pas mal du pipeau. Et puis tu cliques sur une pièce au hasard parce que j'aime bien lire la composition. Et en fait, on est passé de pipeau à publicité mensongère en l'espace de 2 minutes. Et en fait, c'est dans ces moments-là où je dis à mes amis, mais en fait, tu peux pas te contenter de ce que dit la marque. Au bout d'un moment, si t'as vraiment à cœur ces questions d'éco-responsabilité, c'est aussi à toi de regarder la composition des produits. Tu vois bien que là, ce n'est fait dans aucune matière naturelle. Donc, en fait, la plupart des produits étaient faits avec des résidus de pétrole, comme on fait 95% des produits. Enfin, bon, j'exagère avec ce chiffre, on va pas dire ce chiffre-là. On va dire comme le beaucoup. Il y a de marques. Voilà, il y a plein de marques qui aujourd'hui utilisent majoritairement des matières qui sont faites à partir de pétrole. Et pourtant, cette marque n'a aucun problème à se dire éco-responsable. Donc ouais, pour moi, c'est devenu un mot valise et j'essaye d'éviter de l'utiliser. Malheureusement, aujourd'hui, quand on parle en tout cas d'un point de vue journalistique,
On n'a pas un mot qui simplifierait du point de vue du lecteur et qui dirait c'est une marque qui tend vers l'éco-responsable. Ça intéresse personne. Ouais, c'est vrai. Être éco-responsable. Donc on met c'est des marques éco-responsables, mais par contre à l'intérieur de l'article, faut faire attention à dire à le préciser en fait qu'aujourd'hui l'éco-responsabilité c'est une question qui est en réflexion au sein de l'industrie, que aucune marque n'a atteint aujourd'hui la perfection sur ces questions-là, mais qu'on vous a déniché, j'en sais rien, 5, 6, 10 marques qui essayent au maximum de se montrer responsables envers l'environnement. Ouais. C'est intéressant en tout cas la démarche que tu as, parce que j'ai exactement la même quand je vais creuser un peu pour savoir si une marque est vraiment responsable. Je fais exactement comme toi, je vais dans la propos et ensuite je vais cliquer sur les produits pour vérifier un peu la composition des vêtements. Vérifier la composition des vêtements, c'est quelque chose que les gens ne font pas assez à mon sens. Moi je me souviens avoir fait les magasins avec des copines qui cherchaient des pulls. Et elle me montre un pull, je sais plus dans quelle boutique on était, et je lui dis mais ton pull là, il va pas te tenir chaud. Il y a pas de laine dedans. Enfin, t'as acheté un pull en plastique, donc oui, tu vas avoir froid cet hiver. Enfin, je dis même pas ça pour être désagréable. La vérité, c'est que tu vas mettre de l'argent là dans un pull qui ne tiendra pas ses promesses. Et ça, c'est un réflexe que les gens n'ont pas. Ils voient un pull, c'est doux comme de la laine, on peut le mettre sur soi, c'est super, mais ça ne tient pas chaud. Donc ça dessert le principe même du pull. À la base. Je suis d'accord. Mais ça retrouve malheureusement un autre problème, et c'est pour ça que je disais, quand on parle d'éco-responsabilité, on peut aussi parler de questions de classe sociale. Moi, il y a un papier que j'ai fait il y a quelques années pour le magazine Jalouse, où je disais quelque chose que j'estime être toujours vrai. Pour l'instant, la question des marques éco-responsables, la question des marques sustainable, c'est une question de personnes riches. Parce que aucune marque aujourd'hui qui peut vendre, on va dire, à des personnes qui ont des moyens modestes, n'est éco-responsable. Donc en fait, on peut pas pointer du doigt des gens qui n'ont pas les moyens de mettre 300 € dans un pull en vraie laine et leur faire porter le fardeau de l'éco-responsabilité. Il faut réfléchir aussi à cet aspect-là en fait de la question éco-responsable. Comment faire en sorte que Monsieur tout le monde et Madame tout le monde qui ne gagnent pas forcément des 1000 et des 100 puissent aussi s'offrir en fait des pièces durables qui ont un impact moindre sur l'environnement. C'est là où le vintage ou la seconde main peuvent peut-être rentrer en jeu et prendre le relais aussi, non ? Tu crois pas ? Alors je pense aussi, mais alors là on va parler aussi d'un truc qui est très simple, c'est la question de la géographie. Qui a accès à quoi et où ? Donc quand on parle de boutique vintage, moi par exemple, tu vois, j'ai dit au début, je viens d'un village de moins de 1000 habitants. Il n'y a pas de boutique vintage dans ma commune. Ça n'existe pas. Ouais. Par conséquent, les gens, ils vont s'habiller en fonction de leurs moyens et en fonction de ce qu'ils ont à disponibilité autour d'eux. Et il faut pas oublier aussi que cette idée du vintage comme le cool, c'est quelque chose qui reste très récent et qui d'un point de vue social peut créer des troubles parce que au final aujourd'hui quand on regarde les gens qui s'achètent des sapes vintage, c'est-à-dire des vêtements de seconde main, sont des gens qui ont une situation financière ou en tout cas une éducation de personnes appartenant plutôt à la classe moyenne ou même supérieure, parce que t'as ce truc de qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est pas cool, etc. Pour certaines personnes qui ont vraiment des revenus modestes ou qui vont dire vivent au seuil de la pauvreté ou en dessous du seuil de pauvreté, cette idée de vous n'avez pas les moyens de grand chose et en plus de ça vous devez porter des vêtements qui ont déjà été portés par d'autres gens, c'est aussi très stigmatisant d'un point de vue social. Ça existe déjà, hein, je dis pas que ces personnes-là ne le font pas, mais cette idée d'acheter un vêtement neuf, c'est aussi se dire nous aussi on a la possibilité d'acquérir autre chose que les vêtements qu'on s'est échangés entre frères et sœurs depuis qu'on est petit, que les vêtements que je récupère auprès de mes oncles, tantes ou je ne sais quoi. Donc non, la question de la classe sociale au sein de la question environnementale, doit aussi faire partie des enjeux qui doivent être abordés, à mon sens. Bien sûr, ouais, les deux sont liés. Et pour Marie-Claire, tu réalises aussi des enquêtes que je trouve hyper intéressantes, que j'essaie de suivre avec attention. Et notamment, il y a un article qui m'a marqué parce que je pense qu'on n'en entend pas encore assez parler. C'est un problème assez peu connu d'après moi. C'est l'article « Saviez-vous que vos vêtements à donner finissent dans les décharges au Ghana ?»
Je sais pas si tu peux nous en parler peut-être rapidement, de quoi il s'agit et surtout comment toi tu en as pris connaissance de ce problème. En fait, moi, je suis beaucoup Fashion Revolution, qui je trouve fait un super taf et arrive à mettre en avant des acteurs de la mode éco-responsables. Et c'est à travers ça, je suis tombée sur un papier qu'ils avaient publié de Lise Riquette, que j'interviewe donc au sein de mon article, et qui elle a une association à travers laquelle elle mène en fait, elle amène en fait les pays occidentaux et notamment pour le coup l'Angleterre, puisque c'est au Ghana et que c'est une ancienne colonie anglaise, à réfléchir sur l'impact de la fast fashion en dehors de leurs frontières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on discute, même en France, on va parler de la fast fashion et tout le monde, même les gens qui achètent de la fast fashion, peuvent vous dire ce sont des vêtements de mauvaise qualité. Ils ne tiennent pas d'un point de vue durable, on est obligé d'en changer tout le temps. On a acheté, j'en sais rien, t'achètes un t-shirt au sein d'une marque de fast fashion et en fait, tu sais très bien qu'au bout de, je sais pas, moins de 10 lavages, ça va commencer à pelucher, il y a des fils qui vont tomber, tu sens que la coupe ne tient plus à la forme du t-shirt ou du vêtement. Enfin, on sent bien que c'est pas fait pour durer. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé comme manière de répondre à notre problème, puisqu'on change de vêtements tout le temps et qu'on accumule des tonnes et des tonnes et des tonnes de vêtements? C'est de se dire, mais il existe plein de gens qui n'ont pas les moyens de s'habiller, déjà chez nous, donc on va donner à des associations caritatives en France, mais aussi à travers le monde. Et donc, il y a par exemple ce chercheur, j'ai pas encore lu son livre, et j'aimerais beaucoup l'interviewer, mais qui s'appelle Andrew Brooks, et qui écrit un livre qui s'appelle Closing Poverty. Et c'est exactement ce dont il parle. Il parle de cette idée qui reste quand même très coloniale à mon sens, on a déjà beaucoup de choses chez nous dont on n'en a pas l'utilité. Allons habiller tous ces gens qui n'en ont pas les moyens et qui sont pauvres en Afrique ou en Amérique du Sud ou en Europe de l'Est. Cette idée qu'il existe des pauvres ailleurs que chez nous et que sans nous, ils n'arriveraient pas à se vêtir. Et ce qui était intéressant avec ce papier sur le Ghana, c'est que au Ghana, ces vêtements ne plaisent à personne, puisque c'est des vêtements de mauvaise qualité et que c'est un pays qui a un fort rapport avec l'industrie textile. C'est un pays où les gens vont chez le tailleur et n'ont pas l'habitude d'aller dans les rayons de magasins de fast fashion pour s'habiller avec des vêtements génériques. Ils ont l'habitude de porter des vêtements qui s'adaptent à leur corps, ou en tout cas qui sont faits à partir de leur propre mensuration. Et par conséquent, ce que nous, on envoie dans l'espoir d'habiller les pauvres finit en fait en déchets textiles, dans des déchetteries à ciel ouvert, finit par se déverser dans les points d'eau, notamment les océans. Et en fait, on aggrave, tout en l'éloignant, le problème de la fast fashion. C'est-à-dire que aujourd'hui, on crée plus de vêtements qu'on ne peut emporter, et on crée des vêtements qu'on ne peut pas détruire. On crée des vêtements dont on n'a pas les moyens aujourd'hui d'anéantir l'existence sans créer encore plus de problèmes écologiques, puisque comme il s'agit de vêtements qui sont faits à partir de plastique ou de pétrole, les brûler, enfin les incinérer reviendrait à laisser s'échapper des gaz toxiques dans l'air. Les enfouir au sol reviendrait à laisser des gaz toxiques imprégner nos sols, s'infiltrer dans les points d'eau, etc. Donc en fait, ces problèmes-là, plutôt que de les avoir chez nous, sans doute inconsciemment, en tout cas de la part des consommateurs, on les a juste déplacés dans des pays beaucoup plus loin. Et qui n'ont, déjà nous, on n'a pas la possibilité de gérer ces déchets textiles et on n'a pas la possibilité de les détruire. Mais on les envoie en plus dans des pays qui ont moins de moyens que nous sur certaines de ces infrastructures-là, et donc sont littéralement livrés à eux-mêmes quand il s'agit de la fast fashion et du déchet textile. Ouais, non, c'était assez dramatique. Moi, quand j'avais lu l'article, ça m'avait beaucoup, marqué. J'ai trouvé ça hyper intéressant et je trouvais qu'on en entendait peu parler, en tout cas de ce problème-là, que ce soit dans la presse traditionnelle ou même entre consommateurs. Je veux dire, c'est pas quelque chose dont on a forcément conscience. Et d'ailleurs, plus largement, d'après toi, quel rôle doit jouer la presse dans la promotion justement d'une mode plus éthique, pour alerter sur tous ces sujets, pour essayer d'encourager une consommation un peu plus responsable, durable? Je sais pas quel rôle doivent un peu jouer les journalistes dans tout ça.
Alors, je parlerai pas au nom de tous les journalistes, mais je dirais que en tant que journaliste mode, c'est un peu un travail duel, dans le sens où d'un côté, en tant que journaliste mode, tu es là pour parler quand même des nouveautés, parce que c'est la mode aujourd'hui, le système de la mode tel qu'on le connaît et tel qu'on le pratique à l'heure actuelle est basé sur la nouveauté, donc est basé sur la création de nouveaux produits. Donc d'un côté, je me dois de parler de ces nouveautés-là, puisque on collabore avec des marques, puisque ça intéresse aussi les consommateurs de savoir si leur marque préférée a sorti des nouveaux produits. Donc il y a cette partie-là. Et puis il y a une autre partie où en même temps, en tant que journaliste, on est obligé d'alerter quand même sur les excès de notre industrie. C'est une prise de conscience qui existe au sein de l'industrie de la mode depuis, on va dire, les années 90. Notamment qui est né au sein de gros groupes. Je sais que Kering, c'est, je crois, 1992 ou 1996, quand ils ont lancé leur premier pôle sur les questions sustainable. Exactement. Donc depuis les années 90, la mode a quand même pris conscience de toutes ces questions-là. Les consommateurs en ont pris conscience aussi parce que c'est devant justement un reporting de journalistes surtout issus de la presse généraliste, qui ont commencé à pointer du doigt le manque d'éthique de certaines marques. On a tous en tête Nike qui fait fabriquer ses ballons de football par des enfants. On a commencé, ensuite est venu en 2013 le Rana Plaza où aux yeux du monde entier on a pu retrouver dans les décombres des étiquettes de magasins dans lesquels on va tous, ou en tout cas on allait tous acheter à l'époque des vêtements sans trop se préoccuper de ce que ça voulait dire. Et on a eu en fait ce reporting, ce reporting de journalistes aguerris qui nous ont dit mais on est obligé de parler de ces sujets-là, on est obligé de dire aux consommateurs, parce qu'il faut garder en tête que tu vois quand on disait tout à l'heure que nous on a ce réflexe d'aller regarder les étiquettes, d'aller regarder le à propos pour voir qui se cache derrière une marque, etc. Ça c'est des réflexes de journalistes. Ça, c'est des réflexes de personnes qui ont l'habitude de creuser sur certains sujets, qui sont genre intéressés à ces sujets, mais surtout qui, d'un point de vue professionnel, sont obligés de creuser et de dépasser l'apparence même de ce que peut dire une marque ou de ce que peut dire une personnalité. C'est pas forcément un réflexe de consommateur. C'est un réflexe qui commence à être entretenu par les consommateurs à l'heure actuelle, mais pas par tous. Par manque de temps, par aussi manque de pratique, de comment est-ce que je fais pour en savoir plus, comment est-ce que je fais pour savoir si ce que je lis est la vérité, etc. Ça, nous aujourd'hui en tant que journalistes, on a une formation, on a aussi des confrères et des consoeurs qui peuvent nous permettre de différencier le vrai du faux, ou en tout cas d'aller un peu plus loin que ce qui est proposé par une marque. Et comme c'est pas le cas de tout le monde, c'est vraiment d'autant plus important pour nous en tant que journalistes d'avoir ces sujets-là en tête, de poser des questions. Par exemple, on parle souvent, je devrais pas donner de nom, mais on parle souvent par exemple d'H&M Conscious. Et c'est vrai que le groupe H&M est un groupe qui est souvent remis en question pour ce que beaucoup estimaient de l'éco-washing ou du sustainable washing, autrement dit cette capacité à mettre en avant une espèce de progression sur les questions de mode éco-responsable et de responsabilité environnementale qui ne se traduirait pas réellement au sein de l'entreprise. Et donc on est obligé de poser ces questions-là, on est obligé de se dire très bien, vous lancez cette nouvelle collection, qu'en est-il du travail que vous sous-traitez? Est-ce que vous commencez à avoir une meilleure transparence, une meilleure idée en fait de quelles usines vous employez, de la manière dont elles traitent leurs employés? Est-ce que vous avez une meilleure vision quant à l'utilisation des textiles auxquels vous faites appel pour créer vos produits? Est-ce que en termes de tout simplement de nombre de produits que vous créez, est-ce que vous avez dans l'ambition de diminuer la totalité des produits? Toutes ces questions-là qui en fait vont aussi nourrir la réflexion du consommateur. Et aussi, il faut savoir, moi, par exemple, sur le Marie Claire, c'est des sujets que je traite, que j'essaye en tout cas de traiter le plus régulièrement possible. C'est des sujets qui sont attendus par les consommateurs. Aujourd'hui, ce que j'aime à dire, c'est qu'une des choses les plus intéressantes qu'on puisse voir évoluer en tant que journaliste mode, c'est la manière dont le consommateur change, en fait, la manière dont les envies du consommateur évoluent, et en faisant évoluer ses envies, il fait évoluer les entreprises
qui essaye d'avoir son approbation et qui essaye d'avoir son argent aussi quelque part. Donc ouais, l'évolution du consommateur sur ces questions-là, sa prise de conscience sur les questions de mode environnemental qui sont donc nourries par le travail journalistique, oui, pour moi c'est des indispensables en fait. Ouais, bah oui, c'est ça qui motive aussi. Et puis j'imagine que c'est aussi, en fonction de la demande, ce que les gens ont envie de lire, ou en tout cas, si les gens se posent des questions sur certaines thématiques, les journalistes en face tentent d'y répondre tant bien que mal. En tout cas, c'est un peu notre travail d'essayer de répondre à ces questions. Et je me demandais aussi, parce qu'il me semble qu'on en avait discuté toutes les deux quand on s'était rencontrés, il y a avant toute la crise et tout, quand on pouvait encore se voir lors d'événements. Et je me demandais comment tu fais pour parler de sujets engagés tout en respectant évidemment les annonceurs du magazine qui font vivre le magazine, et c'est indispensable. On connaît les difficultés de la presse, donc on peut pas faire sans. Moi aussi, c'est une thématique que je vais aborder petit à petit pour le podcast. Ouais. Et comment toi tu fais pour avoir cette balance entre sujets engagés, annonceurs qui sont pas tous forcément engagés, ou en tout cas au même point d'engagement que d'autres marques? Comment tu fais pour arriver à balancer tout ça? Bon, moi, j'ai comment dire, je pars du principe qu'il faut toujours proposer les sujets. Ensuite, les gens les prennent ou les prennent pas, mais je suis contre l'idée de me censurer moi-même au cas où ça puisse déplaire à un annonceur. Quand on a un bon éditeur, comme c'est le cas au Marie-Claire, j'ai une très bonne éditrice, Elodie Bousquet, qui est la rédactrice en chef du site internet, et qui comprend très bien les sujets que j'ai envie de faire et leur importance, et qui m'aide à déterminer la manière dont je peux les angler, sans forcément... En fait, je pense qu'on peut faire des sujets engagés sans forcément pointer du doigt et dénoncer à tout va une personne ou une marque en particulier. Moi, c'est ce que j'aime dans les sujets que je traite, et en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. C'est j'essaye de leur donner un contexte, et contextualiser, ça veut dire c'est pas forcément la responsabilité d'un seul. C'est vraiment un questionnement que doit entretenir une industrie entière. Et donc, quand on va parler des questions environnementales, par exemple, alors oui, on peut applaudir, par exemple, dès qu'une marque fait un truc qui semble aller dans le bon sens. On peut pointer du doigt quand une marque ne va pas dans le bon sens, mais pour moi, ça n'a pas trop de sens en fait de dire un tel a mal fait le travail, parce que généralement, quand un tel n'a pas fait le travail, il n'y a pas que un tel qui ne l'a pas fait. C'est une absence de travail de toute une industrie sur cette question-là. C'est un aveuglement, un angle mort que plusieurs marques ont sur cette question. Par exemple, je sais pas, moi par exemple, je pourrais écrire un papier demain sur comment l'eau est devenue un élément fondamental, une source d'engagement fondamentale pour les marques. La question du traitement des eaux usées, la question des ressources d'eau qui sont consommées au moment où on fait un vêtement, tout ça, c'est des choses dont les marques parlent constamment au sein de leur communiqué de presse aujourd'hui. Et ça, c'est un sujet qui en dit autant que si j'allais dénoncer toutes ces marques qui utilisent de l'eau de manière inconsidérée. Pour moi, la vraie question, c'est pourquoi et comment l'eau est devenue un enjeu aussi important au sein de marques. Donc ça, par exemple, c'est sur les questions d'environnement. Quand on veut parler des questions de ce qu'on appelle aujourd'hui la diversité ou l'inclusivité, c'est-à-dire mettre en avant et même plutôt mettre sur un point de vue d'égalité, enfin sur un pied d'égalité des personnes, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur âge, peu importe leur corpulence, peu importe leur genre, peu importe leur orientation sexuelle. T'as dû voir passer, j'ai fait un papier il y a pas très longtemps sur Karine Roitfeld et cette capacité qu'a la mode à ne pas voir les couleurs. Et en fait, c'est parce que Karine Roitfeld a fait un post sur Instagram où elle a posté une photo d'elle avec la mannequin Anok Yai en disant Anok n'est pas une femme noire, c'est mon amie. Alors, on sent tout de suite la bonne intention qu'avait Karine Roitfeld et dont je ne doute pas. Je suis sûre qu'elle pensait bien faire en disant il faut dépasser la question des couleurs, on est tous ensemble, tout ce qu'on veut. Il n'empêche que c'était une phrase qui est révélatrice du comportement qu'a l'industrie de la mode dès qu'on commence à politiser, ou en tout cas à montrer du doigt la place du politique au sein du traitement des minorités raciales dans l'industrie. Parce que là, on parle de Karine Roitfeld,
Mais cette question de mais on s'en fiche des couleurs au sein de la mode c'est pas une problématique Roitfeld, c'est une problématique de l'industrie de la mode en elle-même. Karine Roitfeld, elle correspond à un certain contexte d'époque au sein de l'industrie, donc une certaine génération de personnes qui travaillent dans la mode. Elle correspond à une certaine vision défendue encore aujourd'hui par certains acteurs de l'industrie. Donc l'idée, c'est pas forcément de pointer Karine Roitfeld du doigt, ce qui a du sens sans en avoir vraiment, selon moi. L'idée, c'est de dire Karine Roitfeld, avec tout ce qu'elle représente aujourd'hui, ce qu'elle vient de dire là, ça me permet de vous parler d'un point beaucoup plus important qui est comment la mode, qui aujourd'hui défend des questions de diversité, de représentation, etc., continue à s'aveugler totalement sur le fond du problème. Et c'était plutôt ça que j'avais envie de défendre. Et je pense que ça, c'est un peu l'angle que j'essaye d'avoir à chaque fois que je veux aborder des thématiques qui aujourd'hui sont considérées comme étant engagées, mais qui pour moi, en fait, sont juste des thématiques qui font parler... pour moi, c'est l'actualité, en fait. Sans parler de ce en quoi moi je crois personnellement, c'est aussi des sujets qui passionnent les gens. Tu vois, on parlait du papier du Ghana tout à l'heure. Ce papier, en un week-end, il a fait plus de 100 000 vues, en fait. Parce que c'est des papiers tout le monde se sent concerné par cette question. En fait, aujourd'hui, la fast fashion, si elle existe, c'est aussi parce qu'il y a énormément de consommateurs qui en achètent. Par conséquent, il y a énormément de personnes qui se sentent... concernés quand on leur dit ce que vous achetez finit dans des décharges à ciel ouvert dans un autre pays et même sur un autre continent. Ça concerne. En fait, peut-être que samedi, tu avais préféré d'aller faire du shopping et là, tu es en train de te dire, mais en fait, je voulais aller porter un sac, je sais pas, dans un des points qui permet de récupérer des vêtements et les distribuer à des associations. Et en fait, je me rends compte que je donne des vêtements d'une mauvaise qualité et qui vont finir dans les océans en Afrique. Ouais, bien sûr. Est-ce que j'ai envie de m'engager sur ces questions-là ? Et donc, c'est des questions qui passionnent les gens. Donc, c'est des sujets qui sont considérés engagés aujourd'hui, je pense, parce que c'est des sujets qui sont rarement discutés, notamment au sein des rubriques mode. Je pense que c'est surtout là toute la difficulté, quand on regarde même au sein de la presse généraliste, quand on va parler des questions, par exemple, parler du Rana Plaza, au sein d'un média, si on prend Le Monde ou si on prend Libération, ça sera traité en société. Ça sera pas traité dans la rubrique mode. Ouais. Et ça, déjà, ça pose question, à mon sens. Parce que ça fait partie de notre industrie. Moi, il y a un truc que j'aime dire à chaque fois, une anecdote que j'aime bien sortir. Si vous lisez le Gomorrah de Roberto Saviano, les premiers chapitres sont consacrés à la mode. Il aurait pu le démarrer d'1 million de manières. C'est un livre qui, à la base, parle de la mafia et de la présence de la mafia en Italie. Et les premiers chapitres sont consacrés à la mode et à la manière dont l'industrie sous-traite à des usines qui utilisent des personnes. Alors, il y a des Italiens, mais il y a aussi des personnes issues de l'immigration, chinoise ou de l'immigration subsaharienne, qui vivent dans des conditions indécentes, d'autant plus dans des pays européens qui s'enorgueillent tous de soutenir les droits humains. Et ça, c'est les premiers chapitres de son livre. Ouais. Et Roberto Saviano, je pense pas qu'il y ait une seule rédactrice mode qui ait fait une interview de lui qui dise pourquoi est-ce que vous avez commencé, pourquoi Gomorrah commence par la mode. Nulle part. Ça a été traité dans toutes les pages société. Roberto Saviano, aujourd'hui, il est discuté partout, dans plein de pages de magazines, elle a écrit plein de bouquins, etc. Alors que on commençait par la mode, ça n'a été attaqué par aucun média de mode, ça n'a été attaqué par aucune rédaction, par aucune rubrique de mode. Ça, pour moi, ça pose question. Et ça, c'est le travail que j'essaye de faire. C'est peut-être là mon engagement, c'est de ramener des sujets qui concernent l'industrie de la mode au sein des rubriques de mode. Parce qu'on peut pas juste dire ah non, dès qu'on parle de quelque chose de négatif, c'est plus de la mode, c'est de la société. Bah non, en fait. Ouais. Oui, la mode, c'est pas simplement les défilés, quoi. C'est des questions de société qui sont beaucoup plus profondes que ça, quoi. Exactement. Et de toute façon, on le voit dans l'intérêt des lecteurs. Alors bien sûr, même moi, en tant que journaliste, j'aime bien aussi des fois parler de sujets plus légers, de sujets tendances, etc. Il n'empêche que dès que je publie des sujets au carrefour de la mode et de la société, il y a un pic d'intérêt de la part du lectorat. Et ça, c'est quelque chose auquel les médias eux-mêmes sont obligés de s'intéresser, à mon sens. Ouais, je partage ton avis.
Et bon, ça fait le lien aussi un peu avec ce que je voulais évoquer avec toi ensuite, c'est sur la mode et la diversité, puisque tu as écrit notamment plusieurs articles, mais notamment un qui s'appelle Quand Black Lives Matter demande des comptes à la mode, et à l'intérieur duquel tu cites le Black Issue du Vogue Italie en 2008. Tout à fait. Et je voulais savoir, depuis 2008, comment a évolué la diversité, ces questions d'inclusivité dans l'industrie textile. Ça fait plus de 10 ans. Toi, quel regard tu portes sur ça? Comment ça a évolué en fait? Bon, alors je vais dire un truc qui va fâcher beaucoup de gens, je pense. Mais personnellement, à mon sens, les questions de diversité sont traitées de la même manière en 2008 qu'en 2020. C'est-à-dire qu'on se pose toujours les mêmes questions. 2008, le Black Issue, l'idée c'était pourquoi est-ce qu'on voit pas suffisamment de mannequins noirs au sein des magazines de mode. La rédaction en chef du magazine à l'époque avait été confiée à Edward Enninful et non pas à Franca Sosani. Elle avait décidé de lui laisser carte blanche, donc il avait pu mettre en avant des mannequins noirs. C'était toujours centré sur les questions de mannequinat. Il n'y a pas de photographes noirs, par exemple, qui ont shooté, ou alors qu'on me démente, mais au sein de ce numéro. Et aujourd'hui, moi, quand je fais par exemple l'interview d'une Ashley Bichou en 2019, si je dis pas de bêtises, concernant le mouvement qu'elle a lancé qui s'appelle Black Models Matter, on se rend compte que les problématiques sont les mêmes. Les gens se disent toujours « Ah, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus de mannequins noirs ?» Ou alors, on tombe dans le deuxième pan de « On commence à en voir un peu plus, mais on a énormément de mannequins noirs, en tout cas comme le relève Ashley Bichou à travers son mouvement, qui vous disent « Alors oui, on est peut-être plus nombreuses dans les défilés lors des shootings, malheureusement, ou même lors des castings. Malheureusement, on a quand même cette idée de pas plus d'un certain nombre de noirs, ou en tout cas il faut qu'il y en ait une avec l'afro, une avec les cheveux très courts, une avec machin. Donc je sais pas comment ils définissent leurs critères de noir à caster pour les marques. Et puis surtout, une fois qu'on a casté ces mannequins, personne ne s'inquiète apparemment de savoir si on aura un coiffeur sur place qui est capable de coiffer des cheveux afro, ni de savoir si on a une make-up artiste qui est capable de maquiller des peaux noires. Personne ne s'inquiète de ces questions-là. Ashley Bichou, lors de, pas la dernière Fashion Week, mais celle d'avant, elle a dû entrer en contact avec des marques de cosmétiques pour créer un kit qu'elle distribuait. Elle est mannequin à la base. Donc elle a fait ce partenariat avec des marques de cosmétiques pour créer un kit à distribuer aux mannequins noirs avant d'aller défiler. Je veux dire, c'est lunaire. C'est-à-dire que là, c'est la responsabilité du mannequin de se coiffer et de se maquiller et de venir avec les produits qui lui permettront d'être un mannequin comme tous les autres au sein d'un défilé. C'est lunaire. C'est dingue. C'est lunaire. Donc moi, quand on me dit non, mais il y a quand même des évolutions, etc., c'est très bien de regarder la coquille, mais il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuf. Et malheureusement, c'est encore vide. Pour moi, à mon sens, ces questions de diversité-là, on tourne toujours autour du pot. On ne s'intéresse encore, et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'a relevé le mouvement Black Lives Matter, et c'est pour ça que j'avais opté pour ce titre, Demande des comptes à la mode. La mode traite des questions de diversité depuis maintenant très longtemps. Donc là, moi, j'aime bien partir de 2008, mais en vrai, on a des mannequins comme Bethan Ardisson qui mènent des actions depuis des années sur ces questions-là. On a eu des mannequins comme Iman, on a eu des mannequins comme Naomi Campbell. C'est-à-dire que ces questions-là sont toujours poussées en avant par des mannequins noirs ou même par des personnes au sein de l'industrie depuis des années. Et on en est toujours à se poser cette question de c'est quoi la diversité, comment se montrer plus diverse, etc. Là, le mouvement Black Lives Matter a fini par dire en fait c'est très bien de commencer à mettre des mannequins noirs dans les covers, dans les défilés, dans les campagnes, etc. Mais vous auriez peut-être moins de casseroles taxées de racistes si vous aviez aussi au sein de vos équipes, c'est-à-dire des personnes décisionnaires au sein de marques, qui pouvaient vous dire quand vous allez vous planter ou pas, qui pourraient garder un œil en fait sur, par exemple, on a eu Dolce & Gabbana et les baguettes. Bon, c'est pas sur les personnes noires, mais c'était sur les personnes asiatiques. Où on essaye on fait croire qu'une personne asiatique ne saurait pas manger des baguettes puisqu'elle essaye de manger des mets italiens. C'était censé être drôle et c'était plutôt gênant. On a des marques comme Gucci
qui fait un pull à col roulé noir sur lequel on coud une énorme bouche rouge. Comme ça, quand la personne remonte, ça lui fait les lèvres rouges et tout, et on le dit, mais en fait, si vous aviez ne serait-ce qu'une seule personne noire au sein de votre équipe, ou en tout cas des personnes noires qui se sentent suffisamment en confiance pour aborder ces questions au sein de vos équipes, ce ne serait pas arrivé. Ça ne serait pas arrivé. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, les questions de diversité au sein de la mode, il va falloir que les marques passent la 5e, ou même passent la 2e, tout simplement, parce qu'on va pas pouvoir rester sur les mêmes questions 10 années de plus. On le voit bien que ça ne suffit plus pour les consommateurs. On voit bien que là, le nombre de marques qui ont mis le carré noir, #Black Lives Matter, se sont fait tomber dessus, en fait, par des consommateurs et des non-consommateurs enfin, des gens, en tout cas, qui apprécient la marque, comme des gens qui, peut-être, ont juste voulu montrer un ras-le-bol et qui disent, concrètement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Concrètement, à part nous avoir utilisé un slogan, essayer de vous approprier une lutte véritable, qui est forte dans le terme qui est utilisé. Les vies des Noirs comptent, c'est un terme qui est très très fort. Donc, à part essayer de vous approprier ce combat-là, que vous ne menez absolument pas, puisque vous n'embauchez pas de personnes noires au sein de vos équipes, que si on prend la situation aux États-Unis, on sait qu'il y a des disparités économiques dans les paiements entre les personnes noires et les personnes blanches, en fonction également de leur genre, etc. On sait que ces disparités économiques-là existent, enfin, elles sont chiffrées. Donc, quand aujourd'hui une marque dit les vies des Noirs comptent, mais qu'elle ne gomme pas ces disparités économiques et qu'elle n'essaye pas en fait de mettre un terme à l'absence de diversité au sein de ses équipes, ou quand elle a de la diversité au sein de ses équipes, qu'elle n'est pas capable de préserver une ambiance d'entreprise suffisamment bienveillante pour permettre l'épanouissement de ses équipes, en tout cas de ses employés racisés, comment peut-elle affirmer que Black Lives Matter? Et c'est la question qui a été posée à Anna Wintour, qui a dû se fendre d'une lettre aujourd'hui qui fera date, puisque elle a dit cette phrase incroyable: il n'est pas évident d'être il ne doit pas toujours être évident d'être un employé noir au sein de Vogue. C'est une phrase que je pense elle n'aurait pas sortie il y a 10 ans, en 2008 par exemple, au moment où le Vogue Italia publiait son Black Issue. Je pense qu'Anna Wintour, il y avait déjà des problématiques du même ordre au sein de Condé Nast en lui-même, mais au sein, je pense, on aime bien prendre Vogue en exemple parce que c'est un magazine de mode qui parle à tout le monde, mais je pense que ces problématiques-là, elles existent au sein de toutes les rédactions et au sein de nombreuses marques, et pas simplement les marques qui se sont fait taper sur les doigts ces dernières années ou ces derniers mois. Et cette phrase d'Anna Wintour, quelque part, loin de l'applaudir, puisqu'on a aussi envie de lui dire, tu as toutes les cartes en main pour résoudre ce problème, ou en tout cas t'y atteler. Mais en tout cas, c'est quand même une phrase qu'on peut saluer, dans le sens où elle dit, enfin tout haut, ce que vivent de nombreuses personnes racisées au sein de l'industrie de la mode depuis des années. Ouais. Ouais, on sent que de toute façon la mode, si elle veut vraiment combattre, éradiquer le racisme dans ses rangs, il va falloir remettre en cause tout le système, quoi. Vraiment essayer de changer les choses en profondeur. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux peuvent pousser la mode justement à changer en profondeur? Parce qu'on a vu pas mal de campagnes lancées là récemment sur les réseaux sociaux. Je pense à PayUp par exemple, qui a été lancé sur Instagram pour demander aux marques de payer leurs commandes, ou le hashtag Vogue Challenge aussi pour mettre en une des personnes racisées, en une de magazines de mode des personnes racisées, même si on l'a bien compris, il va falloir aller au-delà. Mais est-ce que tu penses que les réseaux sociaux peuvent vraiment pousser la mode à changer? Est-ce que là on est à un tournant, on a dépassé 2008, ça y est, en 2020 on y est, la mode va vraiment s'emparer de ces sujets? Alors je pense que c'est très compliqué parce que déjà d'un point de vue du droit du travail, on peut pas se contenter de virer des gens juste pour y mettre des personnes racisées. Ça créerait scandale, et quelque part à raison. Après, l'impact des réseaux sociaux, moi, c'est quelque chose sur lequel je suis très modérée, parce que bien sûr qu'on peut interpeller les marques et les forcer quelque part, en tout cas en apparence, dans leurs outils de communication, à adopter un discours qui soit plus inclusif,
à les forcer, en tout cas en apparence, tu vois, ce qui est déjà fait à travers leur campagne, etc., à mettre en avant plus de personnes racisées, à peut-être avoir des discours plus engagés sur ces questions-là. Malgré tout, moi, il y a une phrase que je garde en tête. Alors, elle a été dite par... Alors, tu vois, là, c'est les moments où je me dis que ma mémoire va me jouer un défaut. Mais si je dis pas de bêtises, c'est le directeur de publication ou l'ancien directeur de publication de W Magazine qui disait tout simplement... je grossis le trait parce que j'ai pas sa phrase exacte et j'ai pas envie de dénaturer ses propos, mais dans le fond, ce qu'il disait, c'est toutes ces questions de réseaux sociaux engagés, c'est très bien, mais la vérité, c'est que le consommateur de luxe, c'est pas la personne qui s'énerve sur Instagram ou qui s'énerve sur Twitter. Dans le fond, c'est ce qu'il essayait de dire. Et qu'il est temps peut-être pour les marques aussi de se rapprocher de leur cœur de consommation. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, un des enjeux qu'on ne voit pas et qui est pourtant primordial, c'est-à-dire que les gens comme moi, qui peuvent s'indigner par exemple du comportement d'une marque à travers mes articles ou de manière totalement privée sur mes réseaux sociaux, ne sont pas des consommateurs du luxe. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens financiers d'avoir un véritable impact sur une marque. Les personnes qui ont vraiment ces moyens financiers-là, c'est les gens qui ont l'argent de pouvoir s'offrir des pièces de ces créateurs. Donc aujourd'hui, oui, alors ça dépend des marques. Là, je parle vraiment des grosses marques de luxe, vu qu'on était en train d'aborder... on parle souvent des maisons, des grosses maisons, ou en tout cas des marques de luxe installées quand on parle des questions de mode et entre guillemets politique. Mais, oui, ce sont elles qui ont été pointées du doigt d'ailleurs avec le fameux carré noir ou ce genre de choses. C'est surtout ces marques-là. Ouais. Exactement. Et en fait, il faut aussi savoir que elles ont été pointées du doigt par des gens qui ne sont pas leur clientèle, qui n'ont pas forcément un impact financier. Alors oui, bien sûr, en termes de visibilité, la marque perd. Et aujourd'hui, la visibilité, c'est très important au sein des marques. Je dirais absolument pas le contraire. Mais on voit bien la différence entre une marque forcée de faire un mea culpa parce qu'elle s'est fait remonter les bretelles sur les réseaux sociaux, de ce qui se passe quand un Dolce & Gabbana publie une pub qui est jugée raciste automatiquement en Chine et qui fait que dès le début, les rédactrices en chef des magazines asiatiques refusent de venir au défilé, que les influenceurs asiatiques invités au défilé refusent de venir, que les mannequins refusent de défiler et que les consommateurs vont faire des manifestations devant les boutiques, pas en Chine, mais les consommateurs chinois qui étaient à l'étranger à ce moment-là vont devant le QG de Dolce & Gabbana à Milan, en Italie, et vont manifester contre le racisme de la marque. Des concept stores, des shops de luxe ont retiré de leur panel de vente les pièces de Dolce & Gabbana. Là, on frappe les marques au portefeuille. Et ça... Quand on sait aujourd'hui, en tout cas quand on parle du cas de Dolce & Gabbana, 36% aujourd'hui de la consommation des marques de luxe est faite par la Chine. Ça, c'est un vrai impact. Donc moi, quand on parle des réseaux sociaux, bien sûr que les réseaux sociaux permettent d'alerter sur énormément de sujets, peuvent servir de garde-fous au sein de marques, peuvent leur faire changer certains aspects, on va dire, dans leur manière de travailler. Mais pour moi, le nerf de la guerre, ça reste l'économie. Et tant que le consommateur de luxe, lui, ne voit pas de problème à porter, je veux pas taper que sur Dolce & Gabbana, mais à porter des slave sandales de Dolce & Gabbana, à acheter un toy Prada qui évoque une imagerie raciste et coloniale, tous ces éléments-là, tant que le consommateur de luxe passe dans son magasin préféré et ne tique pas quand il passe devant ce type d'objets et produits, pour moi, hormis changer la communication d'une marque, je ne vois pas ce qu'on va changer en réel. En tout cas, en interne. Et dans la sortie des produits. Il faut que le consommateur de luxe, lui aussi, se sente impliqué par ces questions-là. On espère que ça va arriver, que ça va changer. Surtout en 2020, on se dit qu'il serait plus que temps que ça arrive. Et pour finir aussi sur cette thématique, il y a un post que j'ai beaucoup aimé de l'écrivaine et journaliste Tansy Hoskins. Je sais pas si j'écorche son nom, mais elle a écrit un post sur Instagram, Fashion is Racist, et dans lequel elle dénonce le racisme dans l'industrie textile. Alors on l'a évoqué, mais elle écrit tout comme l'industrie de la mode n'existerait pas sans l'exploitation des femmes
ou de la planète, elle n'existerait pas sans l'exploitation des personnes de couleur, des personnes racisées. Et c'est vrai que les marques exploitent de la main-d'œuvre racisée pour fabriquer des vêtements à l'autre bout de la planète. Il y a eu pas mal d'articles, même en Afrique, je veux dire en Éthiopie et tout, sur des sweatshops, enfin des ateliers de misère. Donc j'imagine que tu es d'accord avec ça. Enfin, quel regard tu portes sur ce poste-là, enfin la phrase que je viens de te citer? C'est marrant parce qu'il y a un article, c'est marrant, c'est pas du tout marrant. Il y a un article du Guardian qui est sorti aujourd'hui, un article opinion qui est sorti aujourd'hui et qui aborde justement cette question-là de comment aujourd'hui l'industrie de la mode continue à bâtir en fait son empire sur le dos majoritairement de femmes racisées. Donc quand on dit femmes racisées, on parle de femmes noires, mais on parle aussi de femmes asiatiques. On parle en fait de tout type de femmes racisées à travers le monde. Et oui, moi de toute façon, je ne vois pas qui peut dire que c'est faux quand on voit où la mode sous-traite ces entreprises. Quand on prend la situation des femmes au Bangladesh, ça résume totalement l'idée de la personne dont tu parlais au début. Oui, les femmes au Bangladesh, aujourd'hui, le Bangladesh, qui est un pays qui est considéré comme étant la première usine de la mode dans le monde, elles sont maltraitées physiquement. Certaines sont victimes, nombreuses d'ailleurs, sont victimes d'agressions sexuelles. Elles vivent dans des conditions situées en dessous du seuil de pauvreté, au sein de leur propre pays, dont le seuil de pauvreté est déjà pas très élevé. Elles sont totalement sous la coupe de patrons d'usines qui non seulement ne respectent pas toutes les questions sanitaires, ne respectent pas les questions de sécurité. Enfin, il faut savoir que, par exemple, le Rana Plaza, on oublie beaucoup que ce qui a créé le fait que le bâtiment s'écroule, c'est le mouvement des machines à coudre. Alors, il faut quand même on a tous, j'imagine là, les gens qui sont en train de nous écouter sont chez eux ou dans les transports en commun, mais qui, en tout cas, j'espère qu'ils ont un domicile dans lequel ils se sentent bien. Est-ce que vous imaginez ce que ça peut être de vivre dans un domicile où le tremblement de machine à coudre pourrait faire tomber votre immeuble? Ça dit tout ce qu'il y a à savoir en fait sur la manière dont on construit, ne serait-ce que les usines dans lesquelles ces femmes sont employées. Il y a eu un cas juste avant le Rana Plaza, il faudra vérifier le nom. J'en avais parlé dans un article, mais j'ai plus le nom en tête, d'une usine qui a pris feu avec toutes les ouvrières et les ouvriers à l'intérieur, parce que pendant très longtemps, il était courant d'enfermer les personnes dans les usines pendant qu'elles travaillent pour être sûr qu'elles ne quittent pas l'usine. Enfin, ce type de traitement-là, c'est ce que subissent des gens quotidiennement pour qu'on puisse porter des vêtements. Et ça, faut qu'on se l'ancre en tête. Faut vraiment qu'on se le garde. Faut vraiment qu'on y pense. Et donc oui, la question raciale intervient forcément, puisque je ne suis pas sûre, vraiment pas sûre, qu'on accepterait ce type de situation dans une usine en Charente-Maritime. Ouais. Je ne suis pas sûre qu'on accepterait, comme c'est le cas quand je parlais, par exemple, moi j'ai lu le livre de Dana Thomas, Fashion Police, qui va sortir en français en septembre. Je ne suis pas sûre qu'on trouverait normal si, par exemple, la Loire changeait de couleur parce qu'on laissait les entreprises y déverser des produits chimiques usagés, non traités, et que ça commençait à déclencher des cancers en bord de Loire. Je suis pas sûre qu'on accepterait ça. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on accepte ça ailleurs? Pourquoi est-ce que c'est toujours, entre guillemets, le même ailleurs pour lequel c'est acceptable de vivre dans ces conditions? Et c'est pour ça, pour moi, que bien sûr que la question du racisme et de la supply chain sont imbriquées. Ouais, non, mais clairement. Puis c'est très colonial, en fait, comme vision du monde, de laisser faire ça, finalement. Enfin, déjà, cette vision coloniale, elle existe dès le départ, à partir du moment où l'industrie de la mode, mais toutes les industries en général, hein, là, nous, on parle de la mode, mais il y a quand même eu une échappée, on va dire, des entreprises qui se sont dit ça coûte moins cher de fabriquer ailleurs. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ça coûte moins cher? Pourquoi ça coûte moins cher de fabriquer ailleurs? Tout simplement parce qu'en fait, on paye les gens beaucoup moins cher. Et donc, on entretient une certaine misère. Et ça, c'est une question qu'il faut vraiment avoir en tête, parce que quand aujourd'hui, on a des hommes politiques
qui, concernant l'immigration, nous disent on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et ben moi j'ai envie de demander si on peut pas l'accueillir, pourquoi est-ce qu'on la crée en fait? Et en fonction de l'industrie de la mode, quand on regarde, alors bien sûr les marques ont toujours cette excuse de dire nous on fait appel à des sous-traitants, on ne sait pas toujours les conditions, etc. Ben maintenant vous devez le savoir. C'est aussi ce que demandent les consommateurs, ils veulent savoir. Ils veulent savoir, moi je veux savoir en tant que journaliste, je veux savoir en tant que consommateur, et surtout je trouve inacceptable aujourd'hui quand on sait les conditions, parce qu'aujourd'hui les conditions sont à la une de plein de journaux, de manière peut-être pas quotidienne, mais en tout cas de manière ponctuelle, ça revient tout le temps, les mêmes conditions, les mêmes pays, j'imagine les mêmes usines, ou en tout cas tenues par les mêmes personnes. Il est inacceptable en fait d'utiliser cette excuse parce qu'on a envie de dire, aujourd'hui quand une marque décide de faire appel à un sous-traitant, qui va lui trouver des usines, etc., elle devrait décider par la même occasion de dire, de donner ses conditions, donc les conditions d'usine qu'elle estime comme étant acceptables dans le traitement des employés, et elle devrait se renseigner sur, du coup, vous avez choisi quelle usine. Et est-ce qu'on peut envoyer, nous, j'en sais rien, quelqu'un de chez nous, ou est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un de chez vous vérifier les conditions, qu'elle respecte bien ce que nous, on estime être des conditions indispensables pour garantir le niveau de vie des gens et pour garantir leur intégrité physique et morale, en fait. Ouais. Oui, c'est la nécessité de la traçabilité, de la transparence dont tu parles, parce que j'ai écouté un épisode du podcast Programme B de Binge Audio dans lequel tu interviens et tu dis à quel point c'est important aujourd'hui dans l'industrie textile et dans la mode, quoi. Tout à fait. Moi, c'est un papier que j'ai envie d'écrire depuis longtemps, qu'il faut que je trouve le temps d'écrire. Mais pour moi, aujourd'hui, la question de transparence englobe une mouvance sociétale qui est un peu plus grande et qui est celle que moi j'aime bien nommer comme étant l'économie de valeur. Aujourd'hui, les marques se rendent compte que ce qui provoque l'achat, c'est pas forcément le produit, mais c'est l'alignement que le consommateur peut trouver entre ses valeurs et les valeurs de la marque. Une personne qui est intéressée par l'environnement, qui est intéressée tout simplement par une vision éthique de l'industrie de la mode, va demander, voire exiger, à ce que cette vision, sa vision à lui, ses valeurs, de ce qu'il estime être la normalité, ou en tout cas ce qu'il veut tendre, enfin ce vers quoi pour lui la normalité doit tendre, ben en fait il exige que la marque ait les mêmes valeurs que lui. Donc aujourd'hui les marques, elles ne vendent pas, elles vendent un produit, oui, mais il faut que leur produit soit assis sur des valeurs, des fois des valeurs environnementales, des valeurs de représentation raciale, des valeurs quant à l'équité entre les genres, des valeurs d'acceptation et d'inclusion sur les questions LGBT. Tout ça, c'est aujourd'hui logique pour un consommateur d'acheter des choses à une entreprise, ou à une marque ou auprès d'une personnalité qui semble avoir les mêmes valeurs que lui. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile pour les marques. Alors, celles qui viennent de se lancer, ça leur vient naturellement, parce que généralement, c'est des sujets qu'elles portent au sein de l'ADN de la marque qu'elles lancent. Mais pour des marques qui existent depuis très, très longtemps, ça demande une révision presque totale de leur fonctionnement. Ça demande, aujourd'hui, quand on dit à une marque « mais vous devriez être au courant des conditions de travail de vos ouvrières au Bangladesh ou en Inde ou en Éthiopie, etc., etc. » Une marque qui n'a jamais fait ce travail, qui est en train de se dire, alors comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire ce type de vérification? Est-ce que ça veut dire créer des nouveaux postes? Est-ce que c'est revoir totalement la supply chain? Et en même temps qu'on parle de droits humains, on parle en même temps de point de vue environnemental, donc il faut aussi garder ça en tête, déplacer la production, la question du carbone, etc. Tout ça, c'est quand on est une marque qui existe depuis très 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 longtemps et qui n'avait pas ces questionnements-là au cœur de son entreprise, ces changements-là vont engendrer un coût et vont engendrer aussi beaucoup de temps, l'air de rien. Quand des marques se donnent des objectifs à l'année en disant cette année on essaiera d'avoir tant de pourcents
de vêtements issus fait à partir de produits recyclés. On va essayer d'avoir une empreinte carbone qui ne dépasse pas tant. On va essayer d'avoir une consommation de l'eau qui ne dépasse pas un certain chiffre, etc. On s'en rend pas compte, nous, pas forcément, parce qu'on est des consommateurs et surtout on estime, ça c'est quelque part entre guillemets l'arrogance, on va dire, de la jeunesse. On estime que ça devrait déjà être des réflexions qui auraient dû être entamées il y a longtemps, mais en fait on se rend pas compte que l'air de rien, ça demande un travail énorme derrière pour les marques de totalement de se réinventer en fait. Bien sûr. Ouais. Et je dis pas que pour des marques, il y a des marques qui font aussi aucun effort, on va pas se mentir. C'est sûr. Non, mais c'est vrai que ça prend du temps quand on veut en plus vraiment faire les choses bien, quoi. C'est-à-dire pas traiter le problème en profondeur, en surface, vraiment aller en profondeur et essayer de régler tout ça. Non, bien sûr. Dernière question que je voulais te poser, tu donnes des cours aussi à l'Institut français de la mode, et je me demandais quels échanges tu as avec tes étudiants, tes étudiantes sur toutes ces problématiques qu'on vient d'évoquer, d'éco-responsabilité, d'éthique, d'écologie, de diversité dans la mode. Quels enseignements, je sais pas, tu essaies de leur transmettre, parce que je trouve que l'éducation a un rôle peut-être primordial à jouer dans tout ça aussi. Alors en fait, moi j'anime un cours qui s'appelle Fashion and News avec Alice Pfeiffer. Donc on se départage toutes les deux le cours. On a choisi pour l'instant, et je pense qu'on va continuer comme ça, d'opérer en termes de thématiques. Donc on a une thématique, par exemple mode et corps, dans laquelle on va vraiment aborder les questions de grossophobie, les questions de diversité, etc. Donc quel corps a sa place au sein de l'industrie de la mode. On va avoir des questions mode et politique. Donc la manière dont la mode intègre la politique ou la rejette au sein de son industrie. En fait, on essaye de prendre en tout cas des thématiques qui font l'actualité. On parle de l'environnement, qui font l'actualité, et on essaye de les contextualiser aussi pour dire à la jeunesse qui arrive, qui s'apprête à entrer en fait au sein de cette industrie, que ça soit en termes, parce que la particularité de l'IFM, c'est que il est enseigné autant à des designers qu'à des personnes qui sont amenées à travailler dans le marketing ou dans la direction de marque. Donc c'est vraiment une vision à 360 de l'industrie de la mode et de son avenir. Donc ce qu'on veut en fait, c'est que ces personnes, ces étudiants, puissent contextualiser déjà la mode dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, l'industrie mode dans laquelle nous évoluons aujourd'hui, mais aussi l'industrie mode dans laquelle beaucoup essaient de tendre à l'avenir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que c'est des questions qui pour eux sont évidentes. Bon, déjà, c'est des questions qui les intéressent énormément, mais c'est des questions qui leur semblent évidentes. On parle de générations qui... c'est-à-dire que nous, les sujets qu'on écrit, si on veut être honnête toutes les deux, les sujets qu'on écrit, on va dire, depuis entre 5 et 10 ans, sur lesquels on se passionne, qu'on parle d'environnement, qu'on parle des questions raciales, qu'on parle de féminisme, etc. C'est des questions qui, eux, ont nourri en fait toute leur adolescence, post-adolescence, et ils arrivent aujourd'hui. Et en fait, ils ont connu, même en termes de bouleversements mondiaux, ils ont connu aussi énormément de choses. Ils sont beaucoup plus avertis qu'on ne pouvait l'être à leur âge parce que déjà il y a les réseaux sociaux. Enfin, ils sont en prise en fait avec l'actualité peut-être beaucoup plus que nous. Et donc cette idée de contextualiser le travail qu'ils doivent faire leur est beaucoup plus simple. Et pour eux, c'est intéressant et je pense que c'est primordial. Ça aidera peut-être pas un designer, il va peut-être pas s'inspirer d'un de nos cours pour créer une tenue. Je pense je serais très flattée si on en arrive là, mais je ne pense pas. Mais je pense que c'est plus à l'idée de garder en tête que souvenez-vous, ce qu'on veut leur dire, c'est souvenez-vous que votre vision à vous du monde ne peut pas être le centre. Il faut aussi laisser de la place à d'autres, réfléchir à, par exemple, je sais pas, quand vous vous intéressez à une culture qui n'est pas la vôtre, pour quelles raisons est-ce que vous vous y intéressez? Qu'est-ce que ça veut dire sur vous? Qu'est-ce que vous avez envie de dire de cette culture? Et est-ce que vous avez pensé à vous dire comment inclure les personnes qui émanent de cette culture au sein de ma réflexion? Quand vous êtes un designer et que vous vous rendez compte que vous ne travaillez que sur des mannequins minces ou extra minces ou je sais pas, ou seulement blancs, pour quelles raisons? En fait, c'est juste l'idée de se poser la question. On veut juste en fait créer des petites portes, des petites fenêtres à travers lesquelles ils peuvent regarder
et s'interroger en fait sur leur propre la place de leur travail en fait au sein de ces questions-là. Et peut-être que ils feront des choses qui sont totalement décorrélées de ce qu'on leur présente, mais en tout cas ils auront toujours, j'espère, en tête cette idée de on ne crée rien par hasard. Et quand on prend une décision, même au sein de la création, faut qu'on puisse assumer cette décision derrière. Et je pense que c'est une des problématiques aujourd'hui qu'on a dans la mode aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui font des choix, mais il y en a très peu qui les assument réellement. Ouais, vous avez planté des petites graines quoi dans la tête de ces étudiants et étudiantes, donc elles seront quand même là quand ils construiront leur parcours professionnel. On espère en tout cas. Et puis après, ce qui est hyper intéressant, c'est que nous, il y a une partie du cours qu'on tenait à avoir un peu théorique. Nous, on parle beaucoup, on leur explique le fruit de nos recherches sur ces questions-là. Et il y a une deuxième partie que pour moi est primordiale, où j'aime bien que pendant au moins 30 minutes, ou en tout cas tout le long du cours, en fonction du sujet, ils puissent eux intervenir, parler s'ils le veulent de leur pratique, de leur vision, de leurs expériences personnelles. L'IFM en plus c'est une école de mode internationale, donc nous, notre classe, on avait une vingtaine de nationalités différentes. Donc forcément, on ne reçoit pas les mêmes choses si on prend une notion comme l'appropriation culturelle ou une notion comme l'environnement. Peut-être que le regard n'est pas le même quand on a un étudiant suédois que quand on a un étudiant américain ou quand on a un étudiant africain ou quand on a un étudiant français, parce que les politiques de nos propres pays, la manière dont on nous a amenés politiquement et sociétalement à penser ces questions nous sont également propres. Donc les voir aussi interagir les uns avec les autres et se remettre un peu en question et se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas une seule vision d'une thématique, mais plusieurs, et accepter cette pluralité, cette diversité de conversation, et surtout accepter de poser des questions, parce que je pense que c'est aussi une chose qui doit être primordiale au sein de l'éducation, c'est de pousser la jeunesse à s'interroger. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, où quand nous on aime bien quand on commence à voir qu'une marque se dit éco-responsable, se dire en quoi vous l'êtes, alors on va chercher des informations à ce niveau-là. Et juste le fait de pouvoir poser ces questions et tenter d'y répondre, pour moi déjà c'est un énorme pas par rapport à ce qu'on voit à l'heure actuelle. Et je pense que s'il y avait plus de questions qui se posaient dans les entreprises, il y aurait aussi moins de débâcles, bad buzz comme on dit. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et alors, la dernière question rituelle de ce podcast que je pose à toutes mes invitées, est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Des modèles dans la vie. D'un point de vue journalistique, moi, il y a une femme que j'admire énormément et j'espère un jour trouver le courage de lui adresser la parole. C'est Robin Givhan, qui est la critique mode du Washington Post et qui est, messieurs, dames, la seule journaliste mode à avoir remporté un prix Pulitzer. Voilà. Genre, il faut poser les bases dans cette conversation. Robin Givhan, pour moi, qui en plus est une journaliste afro-américaine, elle est la seule à avoir remporté un Pulitzer en tant que journaliste mode. Ça, c'est le genre de modèle d'un point de vue journalistique vers lequel je tends énormément. Parce que, non pas que j'ai la prétention de vouloir un jour gagner un Pulitzer, on sait pas, bon. Bah, si. Oui, pourquoi pas. Dans l'idée, pourquoi pas. Mais surtout parce que je pense que c'est ce niveau d'excellence-là, sans vouloir copier ce qu'elle fait, mais en tout cas s'inspirer de ce genre de rigueur professionnelle, s'inspirer de cette vision toujours, un peu ce pas de côté toujours, de son observation de la mode. Elle a fait par exemple des papiers incroyables sur le procès de Mark Zuckerberg quand il devait répondre sur la question de siphonnage de data de Facebook. Et elle a fait tout un papier sur la signification en fait du costume de Mark Zuckerberg. Lui qu'on a toujours vu avec un hoodie à capuche et des baskets de type cool de la Silicon Valley. Ça, c'est genre un regard sur la société d'un point de vue mode que je pense qu'il est important de défendre, qu'il faudrait entretenir en France. Ok.
Bah, c'est un très beau modèle. J'aime beaucoup. Et ben écoute, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir pris le temps de nous donner toutes ces informations. Mais pas de souci, c'était un plaisir pour moi aussi d'avoir été invitée, d'avoir pu échanger avec toi sur ces questions-là. Merci à Mélodie d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.